merci de nous retrouver pour notre deuxième passage et pour Instant Vérité cette fois. Depuis plus de 60 ans, des milliards de dollars d'aide extérieure ont été injectés en Afrique. Et pourtant, notre continent reste le plus touché par la pauvreté. Système international inefficace, dirigeants africains défaillants ou encore modèle de développement inadapté. Eh bien, difficile d'expliquer cette situation. Alors, l'Afrique est-elle condamnée à la pauvreté? Et pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui M. André-François Carvalho, ancien directeur pays du Programme des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire et auteur du livre « Briser les chaînes de la pauvreté, ma longue marche de Ziguinchor aux Nations Unies ». Bonjour, M. Carvalho. Oui, bonjour. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation pour traiter de ce sujet ô combien important. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je vous en prie. Allez, vous avez été au cœur de la machine onusienne. Comment expliquez-vous que malgré les milliards déversés sur le continent, la pauvreté reste aussi endémique en Afrique? La pauvreté est une réalité dans notre continent. Elle se manifeste sous plusieurs formes. Elle affecte tout, notre accès à l'alimentation, à l'éducation, à la santé et l'accès de nos produits sur la scène internationale pour qu'elles puissent être vendues à des termes qui nous permettent d'accumuler des ressources pour financer notre développement. Nous avons hérité de structures de la colonisation qui font que notre économie est plus orientée vers l'extérieur. Nous extrayons nos richesses, nos ressources naturelles, nos produits agricoles que nous vendons à des prix que nous ne contrôlons pas. Donc il y a une structure de l'économie qui est bien ancrée, qui fait qu'il est très difficile de pouvoir générer des richesses, de la valeur ajoutée qui puissent permettre à nos populations d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, il y a une nécessité de restructuration profonde de notre façon de faire et de notre appartenance dans ce monde. Mais justement, qui doit mener cette restructuration-là? Est-ce que, ce sont nos dirigeants ou les organismes internationaux? Qui est responsable de tout ce que vous décrivez, M. Carvalho? Nous, les Africains, c'est nous tous. Ce n'est pas les autres qui vont nous développer. C'est nous-mêmes. Nous sommes conscients de la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous ne sommes pas fiers de ce que nous voyons tous les jours auprès de nous. Nous avons eu pendant 60 ans à tester différentes formules qui n'ont pas donné les résultats escomptés si on voit le tableau qui se présente aujourd'hui. Donc, il y a nécessité d'un sursaut. Et ce sursaut, ce n'est pas dans un monde qui se replie sur lui-même qu'on va pouvoir compter. La Covid nous a montré que quand il y a des événements majeurs, les gens se replient sur eux et nous sommes laissés pour compte. Aujourd'hui, les tendances qu'on observe aux États-Unis et partout ailleurs, c'est qu'on fait de plus en plus pour nous exclure en tant que continent, comme si nous n'existons pas. Donc, c'est à nous de voir. Si nous acceptons que nous n'existons pas, ou c'est une opportunité que nous saisissons pour maintenant nous affirmer, retrouver une identité, retrouver notre fierté en nous-mêmes et puis essayer de voir comment nous pouvons trouver des solutions endogènes entre nous, Africains, dans nos pays, entre nos pays, pour pouvoir relever le défi qui nous est posé. Mais justement, M. Carvalho, en parlant de relever ces défis, je veux dire, normalement, ce sont les élites africaines qui doivent conduire toutes ces dynamiques-là pour pouvoir relever les défis dont vous venez de parler. Donc, est-ce que ce sont nos élites qui ont échoué ou bien, je ne sais pas, comment on pourrait expliquer cela? Non, il faut aussi voir l'historique de la formation de nos élites. Nos élites avaient été formées pour aider à administrer un système qui était en place. Mais le système a disparu depuis de longues années. Pourquoi jusqu'à présent ce n'est pas parce que nous avons eu des indépendances depuis 60 ans que nous avions tous les moyens d'assurer notre indépendance. Jusqu'à présent, plus de 60 ans après? Est-ce que nous avons les ressources pour financer notre développement? Est-ce que nous avons des investisseurs qui peuvent aller dans les fonds marins pour exploiter notre pétrole? C'est la faute à qui? C'est la faute à une histoire qui a fait que nous avons été marginalisés et que nous n'avons pas pu développer un système qui permette que nous nous centrions sur nous-mêmes d'abord, que nous affirmions ce que nous voulons faire et que nous trouvions un moyen de développer des partenariats avec d'autres
qui leur permettent de venir nous aider à faire ce que nous voulons faire et pas ce qu'eux veulent qu'on fasse. Mais, M. Carvalho, je veux dire, dans les années 60, 70, nous étions pour la plupart des pays africains au même niveau de développement que la Corée du Sud, par exemple. Si ce pays-là et d'autres pays qui ont constitué les dragons d'Asie ont réussi à aujourd'hui être cités parmi les plus grandes nations au monde, comment nous, Africains, on a fait pour rester encore à l'étape des années 60 ou 70? Bon, c'est vrai qu'on a fait quelques petits bons, mais jusqu'à présent, on n'a pas véritablement atteint le niveau de développement de ces dragons-là. Bon, il faut d'abord voir la réalité. La plupart de nos pays hérités de la colonisation, est-ce qu'elles existaient en tant qu'entité homogène avant les indépendances? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Donc il a fallu construire des nations. Il a fallu établir des règles de vie commune qui n'existaient pas. C'est la même chose que ces pays d'Asie l'ont fait. Oui, mais ils avaient une base que nous n'avons pas. C'était quoi? D'abord, ils ont une tradition du travail que nous n'avons pas. Les Africains sont-ils paresseux alors? Non, les Africains ne donnent pas autant d'efforts au travail que les Asiatiques, par exemple. Deuxièmement, on a eu des pays où, plus qu'en Asie, il y a eu beaucoup de soubresauts politiques. On a hérité de systèmes qui font que, des tensions internes se multiplient, des conflits se multiplient. Il y en a eu quelques-uns en Asie aussi, mais ils ont eu aussi des régimes forts qui ont pu organiser autour de quelques pôles d'hommes d'affaires, une industrie forte. Vous parlez de la Corée, vous parlez du Japon. Ben, après la Deuxième Guerre mondiale, les États ont investi auprès de quelques firmes nationales qui existaient, qui produisaient déjà, qui offraient déjà des choses sur le marché, pour leur dire nous allons faire de vous des champions et à travers vous, nous allons nous affirmer dans le monde et rayonner. Bon. Ici, nous n'avons pas eu les moyens de faire la même chose jusque-là. Depuis les années 60, je veux dire, il y a eu de nombreux programmes d'aide internationaux qui ont été déversés en Afrique et c'est à coup de milliards que ces programmes d'aide ont été financés. Donc ça rejoint ce que vous dites pour ces pays d'Asie. Mais comment eux, ils ont fait pour utiliser tous ces fonds d'aide-là à bon escient et puis en Afrique, ça n'a pas été le cas? Ben, il y a d'abord la base des ressources humaines. Ils avaient peut-être des ressources humaines beaucoup plus On a fait pratiquement les mêmes écoles. Nos élites ont été dans les mêmes écoles que M. Carvalho. Non, ce n'est pas ça. J'explique qu'ils ont une histoire. Ils ont existé dans l'histoire. Dans l'histoire, ils ont fourni des choses au monde. Il y a des empires, il y a eu des échanges, des trucs qui font que, ils ne partaient pas de rien. Ensuite, si vous prenez l'exemple du Japon, ils sont entrés dans une guerre qui a été très dévastatrice, mais une guerre qui leur a permis, avant qu'ils n'y entrent, de développer une industrie, de développer de la recherche, d'avoir, de s'asseoir sur un capital de connaissances et un capital de production qu'ils ont pu ressusciter après la guerre et pouvoir se redonner un élan. Nous n'avions pas tout ça, nous avons tout cela à construire pratiquement à partir de zéro. Et on continue de construire. Mais pour vous qui êtes un ancien du système des Nations Unies, avez-vous souvent eu le sentiment, vous allez nous le dire franchement, on est à l'instant vérité, qu'on finançait parfois des projets juste pour justifier des dépenses plutôt que pour changer la vie des populations? Non, si vous parlez des Nations Unies, ce n'est pas le cas. Parce que le système est bâti de telle façon que nous nous alignons surtout autour des priorités nationales. Ce sont les gouvernements qui prennent le devant et qui décident de ce qu'ensemble nous devons faire. Les Nations Unies ne servent que de courroie pour rassembler des ressources et pouvoir accompagner le gouvernement dans certains domaines pour asseoir des bases qui leur permettent d'avoir la maîtrise de leur développement, d'avoir la maîtrise de leur système de planification et ensuite de diriger les investissements vers ce qu'ils considèrent être les priorités nationales. Donc nous n'inventons pas les projets en tant que Nations Unies. Ce sont des projets du gouvernement que nous concevons ensemble et nous sommes là uniquement pour faciliter leur mise en œuvre. Mais justement, M. Carvalho, je vais revenir encore à tous ces milliards de dollars qui ont été injectés sur le continent depuis de longues années, comme vous le dites, pour accompagner des priorités établies par les gouvernements des pays qui ont bénéficié de ces aides-là. Mais justement, après
plus de 60 ans d'indépendance. Et après tous ces milliards qui ont été injectés, bon, le constat, il est là. Nos pays ne sont pas encore sortis de la misère. Toutes ces priorités-là qui avaient été dictées et pour lesquelles les Nations Unies ont accompagné en donnant des fonds, ces priorités-là demeurent, dans certains pays en tout cas. Les priorités de base demeurent. Tant que nous ne construirons pas une économie qui repose sur ce qu'on a, si on a mis en place un système où nous donnons le meilleur de ce que nous avons aux autres, sans pouvoir les manufacturer, les traiter et créer des chaînes de valeur autour. Et en retour, nous ne faisons que consommer ce que d'autres ont produit. C'est-à-dire que d'une part, on est doublement pénalisé. Tout ce qu'on a comme richesse s'en va. Et tout ce qu'on peut accumuler à notre niveau s'en va aussi par la consommation de leurs produits que nous faisons. Donc c'est tout un système qu'il faut changer. Sur ce point-là, moi j'ai mal quand on en parle. Je dis, nous, on est toujours, le continent africain est toujours en train de donner ses matières premières, ne transforme pas véritablement. Depuis de longues années, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut, ou bien je dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Il y a des politiques qui sont correctes. Ce dont nous parlons, nos gouvernements disent que c'est ce qu'ils vont faire maintenant. Je prends l'exemple de mon pays, le Sénégal. La jeune génération qui est là a clairement affirmé qu'elle veut reprendre le contrôle de sa destinée, définir la voie à suivre et faire en sorte qu'elle développe des partenariats qui permettent d'accompagner la réalisation de ce qu'eux ont conçu. Ça existe depuis longtemps. Nos gouvernements ont fait des plans, ont développé des stratégies, mais pour pouvoir les exécuter, il faut avoir les moyens. D'abord, il faut pouvoir mobiliser les ressources internes. On a quelques hommes d'affaires, mais quand vous êtes dans un océan de pauvreté, et que vous êtes protégé dans un îlot sur des hauteurs, vous faites en sorte de ne pas vous noyer avec les autres et vous avez une tendance à devenir égoïste, à protéger et à renforcer les défenses autour de vous. Donc à ceux-là, on leur dit, descendez un peu dans l'océan et essayez de sortir quelques bras pour éviter qu'ils se noient. Justement. Ça, c'est la première des choses. Donc, à notre niveau nous-mêmes, est-ce que nous pouvons recréer un système qui nous permet d'avoir le minimum qu'il faut pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour financer l'éducation de nos enfants et soigner nos populations? Et justement, je veux dire, vous avez écrit un livre intitulé « Briser les chaînes de la pauvreté, ma longue marche de Ziguinchor aux Nations Unies ». Et dans ce livre, vous lancez un appel aux jeunes Africains à qui vous dites que même si c'est difficile, même si vous êtes issus de milieux modestes, vous pouvez y arriver. Je dis, vous racontez votre histoire, qui est une très belle histoire, mais en même temps, je veux dire, l'histoire se déroule dans les années 70, où à ce moment-là, je veux dire, les entreprises publiques et autres partaient chercher leurs travailleurs pratiquement sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, les réalités sont différentes. Comment appliquer ce modèle-là que vous définissez à aujourd'hui? Je reconnais. Quand moi, j'ai commencé à travailler, je dois dire qu'on est venu me chercher à l'école pour m'offrir un travail. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bon, on a produit, notre système d'éducation a produit beaucoup de cadres, mais des cadres dans des secteurs qui ne peuvent pas permettre à nos économies d'émerger. Nous n'avons pas formé des entrepreneurs en nombre suffisant, nous n'avons pas formé des ingénieurs en nombre suffisant, nous n'avons pas formé des gens dans les filières techniques pour pouvoir mettre en place et accompagner des systèmes de production endogènes. Tout ce que nous avons formé comme bons cadres, ils sont allés servir comment ça s'appelle, des entreprises, des structures qui étaient dirigées par des gens qui n'étaient pas des Chinois. Bon, je comprends, chacun a fait carrière, a voulu avoir une petite formule, une petite fortune, élever ses enfants dans les meilleures conditions. Donc c'est cette tendance que notre génération, nous pouvions peut-être changer les choses, mais nous avons pensé d'abord au confort de nos familles, à alléger un peu les souffrances de nos familles élargies, et nous n'avons pas osé sauter le pas pour faire les changements radicaux. Ceux qui ont voulu le faire dans notre continent, malheureusement, on a vu le sort qui leur a été réservé.
Donc, on s'est tenu plus ou moins quoi, et on a suivi une certaine tendance qui n'a pas vraiment servi. Donc, ce qui était important, c'était la survie des systèmes qui étaient en place, le maintien en poste de ceux qui contrôlaient les destinées, et donc faire en sorte de ne pas effaroucher ceux de l'extérieur qui peuvent influer sur le cours de ce qui se passe à l'intérieur de chez nous. Mais aujourd'hui, oui. la jeunesse a dit non. D'abord, avec les réseaux sociaux, on sait ce qui se passe de par le monde. Oui. Mais on sait ce qui se passe dans le monde à partir de ce que TikTok et les autres nous disent. Mais est-ce qu'on sait que ceci, c'est la réalité effective du monde? Mais même dans ce monde-là, si nous voulons appartenir à ce monde, ben nous devons être nous-mêmes. Oui. Nous devons offrir quelque chose. Nous prenons ce que les autres nous donnent. Mais nous, qu'est-ce que nous donnons? Justement. Et pourtant, nous avons des talents. Justement. Ici, nous avons des gens qui travaillent à la NASA, qui travaillent un peu partout. C'est que nous avons des talents. Pourquoi ces gens ne reviennent pas? Pourquoi nous ne mettons pas des systèmes assez incitatifs dans nos pays pour pouvoir attirer tous ces Africains de la diaspora qui sont très forts, tous ces fonctionnaires des Nations Unies comme nous avons été, et de la Banque mondiale et autres, pour qu'ils reviennent prendre en main les destinées de ces gens. Il faut revoir le système dans lequel nous évoluons et le faire changer de l'intérieur. Ce n'est pas facile, les résistances sont nombreuses, mais la jeunesse d'aujourd'hui a une chance de le faire. Mais ce que j'ai dit à cette jeunesse dans ce livre... Oui, et rapidement, ça sera pour conclure. C'est que ça ne se fait pas tout de suite. Il faut prendre le temps d'apprendre, il faut prendre le temps de se former, il faut prendre un temps d'apprentissage et surtout, il faut avoir des ambitions claires et puis se donner corps et âme pour pouvoir réaliser ces ambitions. Vous avez ça en vous, découvrez ça en vous, n'ayez pas de complexe et surtout, travaillez. Justement, et c'est sur ces mots de M. André-François Carvalho, ancien directeur pays du PNUD en Côte d'Ivoire et auteur de livre « Briser les chaînes de la pauvreté, ma longue marche de Ziguinchor aux Nations Unies ». Vous l'avez dit, la jeunesse africaine a ça en elle, donc il faut la développer pour pouvoir enfin sortir de l'Afrique de la pauvreté. Merci infiniment, M. Carvalho, d'avoir été pour ce numéro d'Instant Vérité. Nous, on vous laisse en compagnie de Thierry.